En 1998, une jeune fille d'une petite ville américaine jouait dans son jardin pendant que sa mère faisait la lessive à l'intérieur, mais lorsqu'elle est allée vérifier comment allait sa fille et quelques minutes plus tard, celle-ci avait disparu sans laisser de traces. Puis, après presque 3 ans sans réponse, des équipes de nettoyage travaillant dans un marécage inondé après de fortes pluies ont déterré quelque chose de choquant enfoui dans la boue. Une découverte qui allait hanter les enquêteurs et révéler la vérité la plus troublante imaginable. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de la cuisine de Sarah Whitmore, projetant des rayons chaleureux sur le comptoir où elle cassait des œufs dans un bol. Le battement rythmique remplissait la maison silencieuse. Une maison qui était restée trop silencieuse depuis 3 ans maintenant. À 42 ans, Sarah avait appris à naviguer dans ce silence. Mais les matins restaient les plus difficiles. Emma avait toujours été matinale, bondissant dans la cuisine avec ses boucles blondes ébouriffées par le sommeil, réclamant des pancakes en forme de papillon. La sonnerie stridente du téléphone brisa ses pensées. Sarah jeta un coup d'œil à l'horloge, 7h23. Trop tôt pour des appels décontractés. Sa main hésita au-dessus du combiné qu'avant de le soulever. « Sarah Whitmore ?» La voix était professionnelle, prudente. « Oui ?» C'est le détective Carl Morrison du département de police de Pine Ridge. Je suis désolé d'appeler si tôt, mais nous avons besoin que vous veniez au marécage de Blackwater. La prise de Sarah se resserra sur le téléphone. Le marécage de Blackwater était à 25 km en dessous de leur petite ville de l'Oregon, un lieu de zones humides, denses et d'arbres tordus que les habitants évitaient. De quoi s'agit-il ? Madame, nos équipes bénévoles de nettoyage ont travaillé dans les zones inondées après les fortes pluies de la semaine dernière. Ils ont trouvé quelque chose. Une pause. Nous pensons que cela pourrait être lié à l'affaire d'Emma. Le bol glissa de l'autre main de Sarah, les œufs s'éclaboussant sur le linoléum. Vous l'avez trouvé ? Nous avons trouvé des restes. De petits restes. Je préférerais ne pas discuter des détails au téléphone, mais nous avons besoin que vous veniez identifier certains objets. Les jambes de Sarah cédèrent. Elle s'affaissa sur le tabouret de cuisine, sa main libre agrippant le bord du comptoir. J'arrive dans 20 minutes. Madame Whitmore, je veux vous préparer. Ce sera difficile. Avez-vous quelqu'un qui peut vous conduire ? Je me débrouillerai. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne le ressentait. Après avoir raccroché, Sarah resta immobile dans sa cuisine, l'œuf dégoulinant le long de la façade du placard. 3 ans de recherche, d'espoir, de sursaut à chaque sonnerie de téléphone. Et maintenant ça. Elle se dirigea mécaniquement vers le tiroir où elle gardait le dossier d'Emma. Le dossier Manila usé qu'elle avait assemblé avec des copies de rapports de police, des photos, des coupures de journaux. Ses mains tremblaient tandis qu'elle saisissait ses clés accrochées près de la porte. Le trajet jusqu'au marécage de Blackwater s'étirait sans fin. Les rues familières de Pine Ridge cédèrent la place à l'autoroute rurale, puis à l'étroite route d'accès qui serpentait à travers la dense forêt côtière de l'Oregon. Sarah n'avait emprunté cette route qu'une seule fois auparavant, lors des recherches initiales, quand ils avaient fouillé chaque centimètre de nature sauvage dans un rayon de 80 km. La brume matinale s'accrochait à la lisière des arbres et la route était encore humide des récentes pluies. En approchant du marécage, la scène devant elle lui serra l'estomac. Des véhicules de police bordèrent le chemin d'accès boueux, leur lumière créant un effet stroboscopique inquiétant dans la brume matinale. Du ruban de délimitation de scènes de crime coordonnait une grande zone près du bord de l'eau. Des personnes, en tenue de protection, se déplaçaient méthodiquement autour d'un point central d'attention. Sarah se gara derrière une camionnette de la police scientifique et resta assise un moment, rassemblant son courage. À travers son pare-brise, elle pouvait voir la silhouette familière du détective Morrison, un homme grand, dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants, l'enquêteur principal qui avait travaillé sur l'affaire d'Emma depuis le premier jour. Il repéra sa voiture et commença à s'approcher. « Sarah ». Il ouvrit sa portière, son expression grave mais bienveillante. « Merci d'être venue. »« Où est-elle » Les mots sortirent brut. « Par ici. Mais je dois vous avertir de ce que vous allez voir. » Morrison la guida vers le périmètre délimité, sa main douce sur son coude. L'inondation a emporté des années de sédiments. Un bénévole l'a trouvé ce matin, un vieux four, partiellement enterré dans la boue. Un four ? L'esprit de Sarah n'arrivait pas à traiter ce mot. Ils atteignirent le périmètre intérieur où travaillaient les équipes de la police scientifique. Sur une bâche bleue se trouvait un appareil qui semblait grotesquement déplacé dans le décor du marécage. C'était un modèle vintage des années 1960, l'émail rouge vif encore visible sous des couches de rouille et de boue. La porte était scellée hermétiquement avec une sorte d'adhésif industriel, plusieurs couches grossièrement appliquées. À l'intérieur, nous avons trouvé... La voix de Morrison se brisa. Il fit un geste vers une table à preuve où des sacs transparents étaient disposés en rangées ordonnées. Sarah s'approcha, ses yeux se concentrant sur le contenu. De petits os, trop petits, disposés dans l'ordre anatomique. Mais c'étaient les fragments de tissu qui la détruisirent. Des morceaux de velours fusionnés au métal, brûlés, mais encore reconnaissables.
la bordure en dentelle blanche, délicate malgré les dommages, exactement comme le col de la robe préférée d'Emma. Non, le mot sortit comme un murmure, puis un cri. Non. Les genoux de Sarah cédèrent. Elle heurta durement le sol boueux, ses mains griffant la terre. Cette robe, Emma l'avait portée à sa fête d'anniversaire pour ses 6 ans, juste 2 mois avant sa disparition. Elle avait insisté pour la porter constamment, l'appelant sa robe de princesse. Sarah avait finalement réussi à la convaincre de la garder pour les occasions spéciales, promettant qu'elle pourrait la porter à l'église le dimanche. Le détective Morrison s'agenouilla à côté d'elle, ses propres yeux humides. Autour d'eux, l'équipe médico-légale avait cessé de travailler, lui accordant ce moment de chagrin brut. Le marécage était silencieux à l'exception des sanglots brisés de Sarah et de l'appel lointain des oiseaux du matin, indifférents à la tragédie humaine. Alors que Sarah luttait pour assimiler ce qu'elle voyait, toujours à genoux dans la boue, une voix familière traversa le chaos contrôlé de la scène de crime. « Sarah! Oh mon Dieu, Sarah !» Elle leva les yeux à travers ses larmes qui brouillaient sa vision pour voir Mark Whitmore franchir le ruban de délimitation extérieure. Le visage de son ex-mari affichait un mélange parfait de choc et de chagrin, ses traits habituellement composés s'effondrant alors qu'il prenait conscience de la scène. Il portait encore son uniforme de quincaillerie, le gilet rouge avec « Quincaillerie Whitmore » brodé sur la poitrine. « Monsieur, vous ne pouvez pas » Un officier en uniforme s'avança pour l'intercepter. « C'est ma fille !» La voix de Mark se brisa. « J'ai entendu à la radio. Ils ont parlé de reste au marécage de Blackwater. C'est ma petite fille. » Le détective Morrison regarda tour à tour Sarah et Mark, puis fit un signe de tête à l'officier. « C'est bon, c'est le père d'Emma. » Mark se précipita en avant, tombant à genoux à côté de Sarah dans la boue. Sans hésitation, il enroula son bras autour de ses épaules, l'attirant contre lui. « Nous traverserons cela ensemble, » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Comme nous avons toujours promis de le faire pour Emma. » Sarah se retrouva à s'appuyer contre son étreinte familière, trop brisée pour maintenir les murs que 3 ans de divorce avaient construits entre eux. La chemise à carreaux de Mark sentait la sueur de bois et le café, la même odeur qui autrefois signifiait la maison. Le détective Morrison s'accroupit près d'eux, sa voix professionnellement douce. « Je sais que c'est incroyablement difficile, mais je dois vous expliquer ce qui se passe ensuite. Nous aurons besoin de faire des tests ADN pour confirmer l'identification, mais étant donné la taille des restes et les fragments de robe, il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « La probabilité est très élevée qu'il s'agisse d'Emma. » Le bras de Mark se resserra autour de Sarah. « Combien de temps avant que vous ne sachiez avec certitude ? Les tests initiaux prendront environ 72 heures. L'examen médico-légal complet prendra plus de temps. » Morrison les regarda tour à tour. « Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. » Mark aida Sarah à se relever, gardant son bras autour de sa taille en signe de soutien. « Nous devrions revoir les dossiers de l'affaire d'Emma, » dit-il, s'adressant à la fois à Sarah et au détective. « Maintenant qu'il y a de nouvelles preuves, peut-être avons-nous manqué quelque chose, un détail qui pourrait vous aider à trouver qui a fait ça. » Morrison hocha la tête. « Ce serait utile. Parfois, un regard neuf sur d'anciennes preuves peut révéler des connexions que nous n'avions pas vues auparavant. » Sarah essuya ses mains boueuses sur son jean, essayant de se ressaisir. « Les dossiers sont chez moi. » Sa voix semblait distante, déconnectée. « Je vous suivrai jusque-là, dit rapidement Mark. Nous pourrons tout passer en revue ensemble. » Ils retournèrent à leurs véhicules en silence, Mark aidant Sarah à naviguer sur le terrain irrégulier. Derrière eux, l'équipe médico-légale reprit son travail sinistre, photographiant et cataloguant chaque détail de la scène. Sarah resta assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes avant de démarrer le moteur, regardant dans son rétroviseur Mark monter dans sa camionnette. Le trajet de retour vers Pine Ridge se passa dans un flou. Sarah se retrouva devant sa maison, le même ranch des années 1970, d'où Emma avait disparu du jardin, sans se souvenir du voyage. La camionnette de Mark se gara dans l'allée derrière elle. À l'intérieur, la maison semblait étouffante. Chaque coin retenait des souvenirs d'Emma. Ses œuvres d'art toujours aimantées sur le réfrigérateur, ses marques de taille inscrites au crayon sur l'encadrement de la porte de la cuisine, ses céréales préférées toujours dans le garde-manger parce que Sarah ne pouvait pas supporter de les jeter. « Je vais faire du café », dit Mark, se dirigeant vers la cuisine avec l'aisance de quelqu'un qui y avait vécu autrefois. Malgré 3 ans de divorce, il savait toujours où tout était rangé. Sarah récupéra mécaniquement le dossier de l'affaire du tiroir de la cuisine et étala son contenu sur la table de la salle à manger. Rapport de police, déclaration de témoins, photos, cartes marquées de grilles de recherche, 3 ans de recherche désespérées disposées en piles soignées. Mark revint avec 2 tasses, en posant une près de la main de Sarah. 15 septembre 1998, lut-il sur le rapport principal, bien qu'ils connaissent tous deux chaque mot par cœur. Emma jouait dans le jardin pendant que tu faisais la lessive. Je vérifiais toutes les 10 à 15 minutes, récita Sarah, la culpabilité familière la submergeant. Elle avait sorti ses poupées près de la balançoire, elle leur faisait prendre le thé.
À 15h30, tu es allé vérifier de nouveau et elle avait disparu, continua Marc. Le portail arrière était ouvert. Je sais que je l'avais verrouillé. Je le verrouillais toujours. Marc tendit la main à travers la table, touchant brièvement sa main. Personne ne te blâme, Sarah. Quiconque l'a prise savait ce qu'il faisait. Il sortit sa propre documentation d'alibi. J'étais au magasin, 3 employés m'ont vu et les caméras de sécurité m'ont montré à la caisse jusqu'à 17h45. Sarah fixait les photos d'Emma étalées sur la table. Le sourire éclatant de sa fille leur souriait, figé dans le temps. Marc saisit une photo particulière, Emma dans sa robe de velours rouge à sa fête d'anniversaire pour ses 6 ans, du gâteau au chocolat étalé sur sa joue. « Cette robe rouge », dit-il doucement, son doigt traçant le contour d'Emma sur la photo. Elle voulait la porter partout. Tu te souviens comment elle a essayé de la porter pour aller à l'épicerie ? Je devais parfois la cacher juste pour la laver, chuchota Sarah. Celui qui l'a prise, dit lentement Marc, reposant la photo, devait nous observer, connaître nos routines, quand tu faisais la lessive, quand le quartier serait calme. Sarah acquiesça, la même pensée qui l'avait hantée pendant 3 ans. Mais tout le monde a été interrogé, chaque voisin, chaque livreur, tous ceux qui s'étaient approchés de notre rue. Peut-être devons-nous réfléchir différemment maintenant, suggéra Marc. Avec ces nouvelles preuves, peut-être y a-t-il un schéma que nous n'avons pas vu auparavant. Ils s'assirent ensemble à la table où ils avaient autrefois partagé des dîners en famille, entourés de la documentation de leurs pires cauchemars, cherchant des réponses dans des pages qu'ils avaient mémorisées depuis longtemps. Après le départ de Marc pour lui laisser de l'espace, Sarah se retrouva seule dans la maison avec les dossiers de l'affaire toujours étalés sur la table de la salle à manger. Elle essaya de se concentrer sur les rapports, mais son esprit revenait sans cesse à cette image grotesque. Le four rouge posé sur la bâche bleue, scellé hermétiquement avec des couches d'adhésif comme une sorte de cocon monstrueux. Quelque chose à ce sujet la tracassait, au-delà de l'horreur évidente. La couleur, peut-être, ou le style. Elle avait déjà vu des fours comme celui-là, mais où ? Sarah prit son téléphone et composa la ligne directe du détective Morrison. Il répondit à la 2e sonnerie. « Morrison à l'appareil. Détective, c'est Sarah Whitmore. J'ai besoin de vous demander quelque chose à propos du four. » « Bien sûr. Que voulez-vous savoir ? Pourriez-vous m'envoyer des photos ? Des gros plans si vous en avez ? Quelque chose à ce sujet me semble familier. » Il y eut une pause. Familier comment ? Je ne sais pas exactement. Peut-être que c'est juste mon esprit qui essaie de faire des connexions, mais j'aimerais l'étudier plus attentivement. Je peux vous envoyer par email les photos préliminaires que nous avons prises sur la scène. Donnez-moi environ 10 minutes. Sarah alluma son ordinateur portable, un Dell volumineux qui mettait une éternité à démarrer. En attendant, elle dégagea un espace sur la table de la salle à manger, poussant de côté les papiers qu'elle et Marc avaient examinés. La notification d'email retentit et elle ouvrit le message de Morrison pour trouver 6 photographies en haute résolution. Le four remplissait son écran avec des détails vivants. Malgré la boue et la rouille, l'émail rouge cerise distinctif était encore vibrant par endroits. Les poignées chromées étaient de style art déco, avec des courbes élégantes qui le marquaient comme un modèle haut de gamme des décennies passées. Elle zooma sur la plaque du fabricant, Westinghouse, bien que le numéro de modèle soit partiellement obscurci par la corrosion. Sarah imprima les photos sur son imprimante à jet d'encre, les couleurs sortant légèrement décalées mais suffisamment claires. Elle les étudia, étalées sur la table, cette familiarité lancinante tirant toujours sur sa conscience. Le rouge était si spécifique, ni rouge pompier, ni bordeaux, mais quelque chose entre les deux, presque rouge pomme d'amour. Prenant une décision, elle saisit les photos et son sac à main. Il y avait plusieurs magasins d'électroménager à Pine Ridge, y compris des boutiques spécialisées vintage qui desservaient le quartier historique de la ville. Son premier arrêt fut Modern Appliance sur Main Street. Le jeune vendeur regarda les photos avec un intérêt poli, mais secoua la tête. « C'est bien avant mon époque, madame. Peut-être essayer Retro Kitchen sur Oak ?» La propriétaire de Retro Kitchen, une femme dans la quarantaine, reconnut le style mais pas le modèle spécifique. « Définitivement des années 1960, dit-elle, examinant les photos sous une loupe. Ce rouge était populaire pendant quelques années, mais je traite principalement des pièces des années 1950. Vous devriez peut-être consulter Harold chez Andy's. Andy's Appliance Repair occupait une devanture étroite à la périphérie de la ville. Le genre d'endroit qui existait depuis toujours et réparait tout, des grilles-pains aux machines à laver. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsque Sarah entra, l'odeur d'huile de moteur et de vieux métal remplissant ses narines. Harold Hanson leva les yeux d'un mixeur démonté sur son établi. Il avait largement dépassé la soixante-dizaine, avec des lunettes épaisses et des mains qui parlaient d'une vie de travail de réparation. « Je peux vous aider, mademoiselle ?» Sarah s'approche avec les photos. « J'espère que vous pourriez reconnaître ce modèle de four. » Harold s'essuya les mains sur un chiffon et accepta les images, les tenant sous la lumière de son établi. Son visage changea immédiatement, les sourcils se haussant de reconnaissance. « Eh bien, je n'en reviens pas.
C'est un Westinghouse Gourmet Series de 1964. Vous voyez ces poignées? C'est caractéristique. Ils n'ont fabriqué ce rouge particulier que de 64 à 67. Il l'appelait Candy Apple Deluxe. Il la regarda par-dessus ses lunettes. On n'en voit plus beaucoup de cela. Où avez-vous trouvé celui-ci? La gorge de Sarah se serra. C'est dans le cadre d'une enquête policière. L'expression d'Harold devint sobre. Je vois. Il étudia à nouveau les photos, puis leva brusquement les yeux. Vous savez, c'est drôle, j'en ai justement vendu un comme celui-ci, il y a peut-être 3 ans et demi. On ne me demande pas souvent des fours vintage, alors ça m'est resté en mémoire. Le cœur de Sarah commença à s'accélérer. Vous vous souvenez quand exactement? Laissez-moi vérifier. Harold se déplaça vers une étagère alignée de vieux registres, faisant courir son doigt le long des dos jusqu'à ce qu'il trouve 1998. Il feuilleta des pages couvertes de son écriture soignée. Voilà, 18 avril 1998. Westinghouse Gourmet Series, Candy Apple Deluxe, vente en espèces, $450. 5 mois avant la disparition d'Emma. Sarah agrippa le bord du comptoir. Vous vous souvenez qu'il a acheté? Vente en espèces, donc pas de nom requis à l'époque. Mais je me souviens du type, d'âge moyen, très pointilleux sur le fait de vouloir exactement cette couleur. Il a dit que ça correspondrait parfaitement à sa cuisine. Harold ajusta ses lunettes, réfléchissant. Ce qui m'a frappé comme étrange, c'est qu'il a posé toutes sortes de questions techniques. Quelle température il pouvait atteindre, comment il retenait la chaleur, les dimensions intérieures. La plupart des gens qui achètent des pièces vintage les veulent juste pour la décoration ou une utilisation légère. Pouvez-vous le décrire? Taille moyenne, cheveux bruns, peut-être la quarantaine, rien de particulièrement mémorable, sauf à quel point il était précis sur la couleur et ses questions étranges. Il a même demandé si la porte se fermait hermétiquement. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle photographiait l'entrée du registre avec son téléphone. « Merci Harold, c'est très utile. »« J'espère que ça aide pour ce que vous enquêtez, » dit Harold, retournant à son établi. Sarah s'assit dans sa voiture devant Andy's, appelant immédiatement le détective Morrison. Il écouta, sans interrompre, tandis qu'elle relayait les informations d'Harold. « Timing intéressant, » dit Morrison quand elle eut terminé. « Mais Sarah, vous devez comprendre, des milliers de personnes possèdent des appareils vintage. Cela pourrait être purement une coïncidence. » 5 mois avant la disparition d'Emma, quelqu'un qui s'interroge sur la rétention de chaleur et l'étanchéité des portes, la frustration de Sarah transparaissait. Cela ne vous semble pas significatif? Je ne le rejette pas. Nous l'ajouterons au dossier, ferons des recoupements entre les ventes d'appareils et nos listes de suspects. Mais sans nom ni meilleure description, ce n'est pas suffisant pour continuer. Sarah savait qu'il avait raison, mais le timing la troublait profondément. Quelqu'un avait acheté ce modèle exact de four 5 mois avant la disparition d'Emma. Quelqu'un qui se souciait de la température et de l'étanchéité. Les implications lui retournèrent l'estomac. Plus tard dans l'après-midi, Sarah était assise à sa table de cuisine, fixant les photos de l'entrée du registre sur son téléphone. 18 avril 1998. La date semblait pulser de signification, même si le détective Morrison ne le voyait pas ainsi. Elle sentait que Mark devrait être au courant de ce développement. Quelle que soit leur différence, il était toujours le père d'Emma et méritait d'être tenu informé. Elle composa son numéro de portable, l'écoutant sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois avant qu'il ne décroche. « Allô ?» Mark semblait légèrement essoufflé, comme s'il avait couru. « Mark, c'est moi. Je suis désolé de te déranger. »« Sarah, non, c'est bon. Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? » J'ai découvert quelque chose sur le four. J'ai visité quelques magasins d'électroménager avec des photos et ce propriétaire d'un atelier de réparation vintage s'est souvenu d'avoir vendu ce modèle exact en avril 1998. 5 mois avant Emma. Elle entendit la respiration de Mark à l'autre bout, puis un léger écho alors qu'il déplaçait le téléphone. Avril 1998, c'est toute une coïncidence. C'est ce que j'ai pensé. L'acheteur a payé en espèces, a posé des questions étranges sur la température et l'étanchéité de la porte. Sarah, la voix de Mark était douce mais sceptique, probablement des dizaines de personnes ont acheté des fours similaires à cette époque. Les appareils vintage étaient les tendances, tu te souviens? Tout ce mouvement de cuisine rétro? Sa voix semblait étrangement distante, avec une qualité creuse qui fit se demander à Sarah où il se trouvait. « Où es-tu? On dirait que tu es dans une grotte ou quelque chose comme ça. » Une pause. « Je suis au chalet. L'ancien endroit près du lac Deer. Après ce matin, j'avais besoin de m'éloigner de la ville un peu. » La main de Sarah se resserra sur le téléphone. « Le chalet? Je pensais que tu l'avais vendu pendant le divorce. »« J'allais le faire, » dit rapidement Mark. « Je l'avais même mis en vente. Mais quand est venu le moment de signer les papiers, je n'ai tout simplement pas pu. Trop de souvenirs, tu sais. Tous ces étés avec Emma. » Sarah resta silencieuse.
Elle se souvenait distinctement qu'il avait promis de le vendre, se rappelait son soulagement de ne pas avoir à se battre pour la propriété. Le chalet contenait trop de souvenirs familiaux. Apprendre à Emma à nager depuis le ponton, griller des marshmallows près du foyer extérieur, tous les trois blottis dans le grenier pendant les orages. « Sarah, tu es toujours là ? » ?»« Oui, je suis là. »« Écoute, » la voix de Marc s'éclaircit, prenant une qualité presque enthousiaste. « Pourquoi ne viendrais-tu pas ? Je sais que la journée a été un enfer, et si tu as besoin de parler davantage de ces découvertes, d'Emma, de n'importe quoi, je suis là. Nous traversons tous les deux cette épreuve, et peut-être que nous ne devrions pas le faire seuls. »« Je ne sais pas, Marc. J'allais justement commencer à préparer le dîner de toute façon. J'ai des steaks qui décongèlent. Tu sais que je déteste manger seul, surtout un jour comme celui-ci. Je pourrais redescendre te chercher, c'est seulement à 40 minutes. » Sarah regarda autour de sa cuisine vide, les dossiers de l'affaire encore éparpillés sur la table de la salle à manger, le silence qui pressait de tous côtés. Peut-être avait-il raison, peut-être qu'être seul avec ses pensées n'était pas utile en ce moment. « D'accord, » s'entendit-elle dire. « Si tu es sûr que ce n'est pas trop de dérangement ? » ?»« Pas de dérangement du tout. Je serai là dans 45 minutes. Et Sarah, nous allons comprendre cela. Quoi qu'il soit arrivé à notre petite fille, nous veillerons à ce qu'elle obtienne justice. » Après avoir raccroché, Sarah erra dans la chambre d'Emma. Elle l'avait gardée exactement comme elle était le jour de la disparition d'Emma. La couette licorne lissée sur le lit jumeau, les peluches disposées comme il faut, les dessins au crayon scotchés au mur rose. Elle s'assit au bord du lit, prenant l'ours en peluche préféré d'Emma, respirant le parfum léger qui y adhérait encore. Le chalet. Elle n'y avait pas pensé depuis des mois, avait poussé ses souvenirs dans une boîte verrouillée dans son esprit. Il l'avait acheté l'année de la naissance d'Emma, un endroit rustique mais charmant où il pouvait échapper à l'emploi du temps exigeant de Marc. Ses premières années avaient été bonnes. Marc semblait se détendre là-bas, devenait le père qu'Emma méritait. Il lui avait appris à pêcher avec une patience infinie, lui avait construit une maison de fées dans les bois, lui lisait des histoires près de la cheminée. Mais à mesure que son entreprise de quincaillerie grandissait, les voyages au chalet devenaient moins fréquents. Le travail interférait toujours. Emma préparait sa petite valise et attendait près de la porte pour n'avoir que Marc qui appelait et annulait. « Le week-end prochain, princesse ?» promettait-il. Mais le week-end prochain ne semblait jamais venir. Sarah caressa la fourrure usée de l'ours, se souvenant de la dispute qui avait finalement mis fin à leur mariage, la fête d'anniversaire des 5 ans d'Emma. Marc avait promis de quitter le travail tôt, d'être là pour le gâteau. Au lieu de cela, il était arrivé après le départ de tous les invités, Emma endormie sur le canapé dans sa robe de fête, des larmes séchées sur ses joues. « Pourquoi papa ne m'aime pas ?» avait-elle demandé plus tôt, et Sarah n'avait pas de bonne réponse. Le divorce avait été rapide et relativement civil. Marc n'avait pas lutté pour la garde, il savait que son emploi du temps de travail rendait cela impossible. Il avait accepté de vendre le chalet, du moins c'est ce qu'elle croyait. Maintenant, elle se demandait pourquoi il l'avait gardé. Par sentiment, par entêtement, ou juste une autre promesse qu'il avait rompue. Un klaxon retentit dehors. Sarah regarda par la fenêtre d'Emma pour voir la camionnette de Marc dans l'allée. Elle replaça l'ours en peluche sur le lit, saisit son sac à main et verrouilla la maison derrière elle. Marc sortit pour lui ouvrir la portière passagère, un geste de leur premier jour de fréquentation. Il semblait fatigué, les rides de stress plus profondes autour de ses yeux, mais il réussit un petit sourire. « Merci d'être venu, dit-il alors qu'elle montait. Je sais que les choses sont compliquées entre nous, mais aujourd'hui nous devons d'abord être les parents d'Emma. » Sarah acquiesça, bouclant sa ceinture. Alors qu'il s'éloignait de la maison, elle remarqua les mains de Marc serrant le volant plus que nécessaire, une énergie nerveuse émanant de lui. Elle l'attribua au traumatisme émotionnel de la journée, ils tenaient à peine le coup tous les deux. Le camion sentait le désodorisant au pain et le café avec quelque chose d'autre en dessous, une odeur chimique qu'elle n'arrivait pas tout à fait à identifier. Marc alluma la radio, trouvant une station de rock classique, remplissant l'espace où la conversation aurait dû être. Le chalet est en bon état, offrit-il, alors qu'il laissait Pine Ridge derrière eux. Je l'ai réparé les week-ends, ça m'aide à réfléchir, tu sais, travailler avec mes mains. Sarah regardait les points de repère familiers passés, chacun chargé de souvenirs de temps plus heureux, quand ils étaient une famille, quand Emma était vivante et en sécurité, et que leur plus grande inquiétude était de savoir quelle histoire lire au coucher. Le trajet jusqu'au chalet les éloigna des rues suburbaines de Pine Ridge et les conduisit dans la dense nature sauvage de l'Oregon. Marc naviguait sur les routes sinueuses de la forêt avec une aisance pratiquée, les phares du camion perçant le crépuscule qui tombait. De grands sapins de Douglas se pressaient à des deux côtés, leurs branches créant une canopée qui bloquait la lumière du jour qui s'estompait. « Tu te souviens de la première fois que nous avons amené Emma ici ?» dit Marc, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été toute la journée. Elle n'avait que 3 ans et demandait sans cesse si des ours vivaient dans les arbres. Malgré tout,
Sarah se surprit à sourire légèrement. Elle t'a fait vérifier sous le chalet s'il y avait des grottes d'ours. Avec une lampe de poche et tout, ricana Marc. Et puis, elle a décidé qu'elle voulait être amie avec tous les ours que nous trouverions. Le rythme familier des souvenirs partagés adoucit certains des angles vifs de la journée. Marc continuait à parler, ses mains se détendant sur le volant alors qu'il se rappelait les aventures d'Emma au lac. Ce premier poisson-lune qu'elle a attrapé, mon Dieu, on aurait cru qu'elle avait pêché une baleine. Elle a insisté pour qu'on prenne 50 photos d'elle le tenant. Elle voulait le garder comme animal de compagnie, ajouta Sarah, se surprenant à s'engager dans la conversation. Après l'horreur du matin, parler de souvenirs heureux semblait à la fois douloureux et nécessaire. J'ai donc dû lui expliquer le principe de capturer et relâcher pendant qu'elle donnait au poisson un nom et une histoire complète, dit Marc. Princesse Bulls, n'est-ce pas? Princesse Bulls troisième. Apparemment, il y avait eu 2 précédentes royautés piscicoles dont nous n'étions pas au courant. Ils conduisirent dans un silence complice pendant quelques minutes, s'élevant plus haut dans les collines. Sarah contemplait les points de repère familiers, l'ancienne station de Rangers maintenant abandonnée, le tournant pour le sentier de randonnée où Emma avait collecté des pommes de pin, le pont en bois sur Cedar Creek où ils avaient séjoué à Poustix. « Je suis contente que tu aies gardé le chalet », s'entendit dire Sarah. « Je sais que j'étais en colère pendant le divorce, mais ces souvenirs sont importants. » Marc lui jeta un coup d'œil, quelque chose d'illisible dans son expression. « C'est le seul endroit où j'ai encore l'impression qu'elle est vivante, tu sais, comme si elle pouvait entrer en courant à tout moment avec un bocal plein de salamandres. » Alors qu'il tournait, sur l'étroite route de terre menant au chalet, la poitrine de Sarah se serra d'anticipation et d'appréhension. Les phares balayèrent la structure familière, un modeste chalet en art, avec une terrasse enveloppante, nichée parmi des pins imposants. À sa surprise, le chalet semblait bien entretenu, même amélioré. La terrasse avait été revernie, les fenêtres remplacées par des modèles plus récents, et des jardinières pendaient à des rambardes, bien que vides maintenant en fin d'automne. « Tu l'as vraiment bien entretenu ?» observa-t-elle alors que Marc se garait à côté du chalet. « Comme je l'ai dit, je suis ici la plupart des week-ends. » Il coupa le moteur. Ça a commencé juste comme entretien, mais ensuite je me suis un peu laissé emporter. Nouveau toit l'année dernière, cuisine mise à jour. Il s'interrompit, réalisant peut-être qu'il divaguait. À l'intérieur, le chalet sentait le bois de pin et les produits de nettoyage au citron. Marc alluma les lumières, illuminant un espace à la fois douloureusement familier et subtilement différent. Les meubles étaient les mêmes, le canapé rembourré où ils avaient été regarder des films, la table à manger rustique que Marc avait construite lui-même, mais tout semblait fraîchement nettoyé et organisé. « Fais comme chez toi, dit Marc, se dirigeant vers la cuisine. « Je vais commencer le dîner. Des steaks, ça te va ?»« Bien sûr, répondit Sarah distraitement, déjà attirée pour explorer l'espace. Elle passa ses doigts le long de la bibliothèque, son cœur se serrant à la vue des livres d'images d'Emma, toujours alignés sur l'étagère du bas. « Bonne nuit, Lune ?» Max et les maxi-monstres, le lapin de velours, tous leurs favoris du coucher. Sur le mur, la petite canne à pêche d'Emma était accrochée aux mêmes chevilles en bois, un gilet de sauvetage pour enfants à côté. Les murs du salon affichèrent des photos dont elle se souvenait. Leur famille en lien au lac, le premier camping d'Emma, tous les 3 sur la terrasse pendant un coucher de soleil spectaculaire. Mais il y avait aussi de nouveaux ajouts, des photos d'Emma qu'elle reconnaissait de leur maison, celles que Marc avait dû copier et encadrer après le divorce. « La salle de bain est toujours au même endroit », appela Marc depuis la cuisine. Bien que j'ai mis à jour les installations. Sarah marche le long du court couloir, les souvenirs affluant à chaque pas. La salle de bain était effectivement mise à jour, avec de nouveaux carreaux et des installations modernes, mais la baignoire à pied qu'Emma avait aimée était toujours là. Sarah utilisa les toilettes et se lava les mains, essayant de se composer pour le dîner. L'entrée du garage était juste après la salle de bain. Sarah poussa la porte, ayant l'intention de jeter simplement un coup d'œil à l'espace de projet de week-end de Marc. Le garage sentait l'huile de moteur et la sueur de bois, les outils soigneusement disposés sur des murs à panneaux perforés. Mais c'est la grande boîte en carton dans le coin qui la fit se figer. Westinghouse. Le nom de la marque était imprimé en lettres grasses sur le carton. Les jambes de Sarah se transformèrent en gelée alors qu'elle s'approchait, sa respiration devenant saccadée. Le numéro de modèle était visible sur le côté. GS 1964. Le même modèle que celui du registre d'Harold, le même que le four dans le marécage. Mais cette boîte semblait neuve, avec des bords nets et une impression non décolorée. Pas vieille de 3 ans, pas d'avril, 1998. La vision de Sarah se brouilla. Elle tendit la main pour se stabiliser contre l'établi de Marc, renversant une rangée de tournevis avec un bruit métallique. « Sarah ?» Marc apparut instantanément dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle pointa la boîte d'une main tremblante, incapable de former des mots. Son esprit continuait à voir cet autre four, scellé avec de l'adhésif, sachant qu'Emma avait été à l'intérieur.
Le garage semblait tourner autour d'elle. « Oh Seigneur !» dit Marc, comprenant immédiatement. Il se précipita à ses côtés, la guidant pour s'asseoir sur une caisse en plastique. « Je suis tellement désolé, après ce matin, voir n'importe quel four doit être... Mon Dieu, j'aurais dû déplacer ça. » Sarah haletait pour respirer, se sentant comme si elle se noyait. « Le même ? C'est le même modèle. Hey, respire avec moi !» Marc s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Inspire par le nez, expire par la bouche, c'est ça. »« Pourquoi as-tu ça ?» réussit-elle à dire entre deux respirations. « Mon four de cuisine est tombé en panne le mois dernier. » expliqua Marc, lui frottant le dos en cercles apaisants. C'était le seul modèle qui s'adaptait à l'ancien espace. Je n'ai pas encore eu le temps de l'installer. Il semblait véritablement affligé. Je suis tellement désolé. Je n'ai même pas pensé à comment voir ça t'affecterait après aujourd'hui. Sarah se força à se concentrer sur sa respiration, sur la sensation solide de la caisse sous elle, sur la présence familière de Marc. Ce n'était qu'une coïncidence. Beaucoup de gens avaient des fours Westinghouse. Le fait que Marc ait acheté le même modèle ne signifiait rien. Elle voyait des connexions là où il n'y en avait pas. Son esprit traumatisé créant des motifs à partir d'événements aléatoires. Sa respiration ralentit progressivement. Alors que sa vision s'éclaircissait, elle remarqua la pile de packs de bière contre le mur du fond. Au moins une douzaine de caisses de Coor. « Tu prévois toute une fête ?» demanda-t-elle faiblement, désespérée de penser à autre chose qu'au four. Marc suivit son regard et fit un rire nerveux. « Oh ça! Des copains de pêche viennent le week-end prochain. Tu sais comment sont les gars, j'ai probablement trop acheté. Mais mieux vaut trop que pas assez. » Il l'aida à se lever, gardant un bras de soutien autour de sa taille. « Allez, rentrons. Tu devrais t'allonger pendant que je termine le dîner. Cette journée a été trop éprouvante pour nous deux. » Sarah le laissa la guider à travers le chalet jusqu'au canapé, où elle s'enfonça dans les coussins familiers. Marc lui apporta un verre d'eau et une couverture, s'occupant d'elle avec une tendresse qui lui rappelait des temps meilleurs. « Repose-toi, dit-il doucement. Je t'appellerai quand le dîner sera prêt. » Pendant le dîner, Sarah picorait son steak tandis que Marc entamait sa deuxième bière avant même que le repas ne soit à moitié terminé. La table à manger, la même où ils avaient partagé d'innombrables repas familiaux, semblait maintenant être une barrière entre eux plutôt qu'un lieu de rassemblement. Marc avait grillé les steaks parfaitement, à point comme elle les aimait, mais Sarah pouvait à peine goûter la nourriture. « Nous devrions parler de ce qui se passe ensuite », aventura Sarah posant sa fourchette. « Le détective Morrison a dit que les résultats ADN prendront 72 heures, mais nous pourrions commencer à pousser pour une enquête plus approfondie. Peut-être engager un détective privé pour enquêter sur qui a acheté des fours à cette époque. »« Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser ?» interrompit Marc, vidant sa bière et tendant immédiatement la main vers une autre du pack de 6 qu'il avait placé sur la table. « À quel point j'ai travaillé dur pour cette famille. 70 heures par semaine parfois, construisant cette entreprise à partir de rien. » Sarah se déplaça inconfortablement. « Marc, ce n'est pas sur quoi nous devrions nous concentrer en ce moment. »« Et pourquoi ?» Il décapsula sa troisième bière avec plus de force que nécessaire. « Pour que tu puisses divorcer de moi dès que les choses deviennent difficiles ?» « Les choses étaient difficiles depuis des années, dit doucement Sarah. Tu n'étais jamais à la maison, Emma te voyait à peine. Je subvenais aux besoins de ma famille. » La voix de Marc s'éleva, puis il sembla se ressaisir, prenant une longue gorgée de sa bière. « Mais ce n'était pas assez pour toi, n'est-ce pas ? 6 mois, Sarah, 6 putains de mois après que le divorce ait été finalisé et tu sortais déjà avec quelqu'un. » Sarah posa soigneusement son verre d'eau. « Nous étions séparés depuis 1 an avant cela, Marc. Le mariage était terminé bien avant que les papiers ne soient signés. » Il écarta ses mots d'un geste dédaigneux, ses mouvements devenant plus lâches à mesure que l'alcool faisait effet. Séparés, toujours mariés aux yeux de Dieu, aux yeux d'Emma. Il se pencha en avant, son regard intense. « Je t'ai vu chez Romanos avec lui, notre endroit, Sarah, l'endroit où je t'emmenais pour notre anniversaire, où nous avons célébré le premier jour d'école d'Emma. » Un frisson parcourut l'échine de Sarah. « Tu m'espionnais ? Je passais par hasard, dit Marc, mais ses yeux se détournèrent des siens. Le 14 février, la Saint-Valentin. Tu portais cette robe bleue que je t'avais achetée pour Noël 3 ans auparavant. » Le malaise de Sarah s'approfondit. Le détail de la robe bleue était trop spécifique pour un simple passage en voiture. « Marc, m'as-tu suivi ?» Il ignora la question, vidant sa bière et tendant la main vers une autre. Sa 4e, 5e, elle avait perdu le compte. Tu avais l'air heureuse, riant à ses blagues, le laissant tenir ta main à travers la table. Comme si Emma et moi n'avions jamais existé. « Je dois appeler le détective Morrison, » dit Sarah, se levant brusquement. « Lui faire savoir où je suis, voir s'il y a des mises à jour. » Elle sortit son téléphone portable, mais l'écran n'affichait aucune barre de signal. Bien sûr, ils étaient trop profondément dans les montagnes. « Téléphone fixe ?» demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Je l'ai débranché il y a des mois, » dit Marc, ne levant pas les yeux de sa bière. « Trop cher pour un endroit de week-end. Personne n'a appelé de toute façon. » Le pouls de Sarah s'accéléra.
Ils étaient à 40 minutes de la ville, pas de service cellulaire, pas de ligne fixe, et Marc buvait abondamment avec son camion comme seul véhicule. Elle se déplaça vers le salon, essayant d'apparaître décontractée. « Où vas-tu » La voix de Marc avait un tranchant. « Je m'étire juste les jambes, ça a été une longue journée. »« Assieds-toi. » Et ce n'était pas une demande. Nous n'avons pas fini de parler. Sarah retourna à contre-cœur à sa chaise, très consciente maintenant de leur isolement. Le visage de Marc s'était empourpré, sous l'effet de l'alcool, ses yeux prenant une qualité vitreuse dont elle se souvenait des pires jours de leur mariage. « Emma était la seule bonne chose dans ma vie, dit-il, ses mots commençant à s'empâter légèrement. Ma petite fille parfaite, et tu me l'as enlevée. » Marc, le divorce n'avait rien à voir avec la disparition d'Emma. Son rire était froid, sans humour. « Tu n'as aucune idée de la cause et de l'effet, n'est-ce pas ? Comment une chose en entraîne une autre, comme des dominos qui tombent. » Il se leva brusquement, vacillant légèrement, et se dirigea vers la cuisine pour prendre une autre bière. Sarah saisit sa chance, se dirigeant rapidement vers la porte. Elle marcherait jusqu'à la ville s'il le fallait, arrêterait une voiture sur la route principale, n'importe quoi pour s'éloigner de cette situation de plus en plus instable. Mais Marc était plus rapide que son intoxication ne le suggérait. Il l'intercepta à la porte, son corps bloquant sa sortie. « Tu vas quelque part ?» Sa voix avait baissé à quelque chose de dangereux. « Je veux rentrer chez moi, dit fermement Sarah, bien que sa voix tremblât. Tu es ivre et tu me fais peur. »« Je te fais peur ?» Marc rit de nouveau, ce même son froid. « Tu veux savoir ce qui fait peur, Sarah ? Regarder ton ex-femme te remplacer comme si tu n'avais jamais compté. La regarder rire et sourire pendant que ta fille demande chaque jour pourquoi maman ne nous aime plus ? Laisse-moi partir, Marc. » Sarah essaya de le contourner, mais il saisit son bras, sa prise douloureuse. « Tu veux connaître les coïncidences ?» Son masque tomba finalement complètement, et Sarah vit quelque chose dans ses yeux qui lui fit chuter l'estomac. Pas seulement de la colère, mais quelque chose de plus sombre, plus calculé. Ce four dans mon garage, je l'ai acheté le mois dernier pour remplacer celui dans lequel j'ai mis Emma. Les mots n'avaient pas de sens au début. L'esprit de Sarah refusait de les traiter. Quoi ? Je ne pouvais pas avoir un espace vide dans ma cuisine ? Continua Marc, sa prise se resserrant. Les gens l'auraient remarqué. Poser des questions. Où est ton four, Marc ? Pourquoi y a-t-il un vide dans ton comptoir ? Non. Le mot sortit comme un murmure. Non, tu étais au travail. Les caméras ? J'étais au travail quand elle a disparu du jardin, convint Marc. Mais elle n'a pas disparu, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Je l'ai gardée là-bas pendant 3 ans, pendant que tu sortais avec d'autres, nous remplaçant. Les jambes de Sarah cédèrent, mais la prise de Marc la maintint debout. Cela ne pouvait pas être réel. Cela ne pouvait pas arriver. Tu mens, halta-t-elle. Tu es ivre et cruel, et tu mens. Le sous-sol, Sarah. Elle était dans ce sous-sol juste en dessous de nous tout le temps où tu déposais les papiers du divorce, tout le temps où tu continuais ta vie. Sarah essaya de crier, mais Marc plaqua sa main sur sa bouche. Elle mordit fort, goûtant le sang, et il jura, mais ne lâcha pas prise. Au lieu de cela, il la traîna vers la porte du sous-sol, ses pieds cherchant désespérément un appui sur le plancher en bois. « Il est temps que tu vois où ta fille était vraiment, » grogna-t-il, ouvrant violemment la porte du sous-sol. « Pendant que tu jouais aux familles heureuses avec quelqu'un de nouveau. » D'une violente poussée, il l'envoya dégringoler dans les escaliers en bois, vers l'obscurité en dessous. Dans le sous-sol, Sarah atterrit durement sur le sol en béton, la douleur traversant sa hanche et son coude. Alors que ses yeux s'adaptaient à la faible lumière d'une seule ampoule au-dessus, la pièce prit une focalisation horrifiante. À sa gauche se trouvait une petite pièce, peut-être 3 mètres sur 4, avec des murs en béton peints en rose pâle. Un lit d'enfant avec des draps à princesse était contre un mur. Éparpillés sur un petit tapis se trouvèrent des livres pour enfants, des livres à chapitres pour les premiers lecteurs, des cahiers d'exercices pour les mathématiques élémentaires, une pile de cahiers remplis d'une écriture d'enfant en évolution. Des jouets appropriés pour une fille de 6 à 9 ans alignaient des étagères en bois, des poupées avec des vêtements faits main, du matériel d'art, un petit clavier électronique. Le cœur de Sarah se brisa alors que la vérité s'abattait sur elle. Emma avait vécu ici, son bébé avait été ici tout ce temps. Marc descendit les escaliers lentement, s'agrippant à la rampe pour garder l'équilibre. Malgré son intoxication, il se positionna pour bloquer toute voie d'évasion, sa silhouette massive remplissant l'escalier. « Bienvenue dans la maison d'Emma, loin de la maison », dit-il, sa voix un mélange de fierté et d'amertume. « 3 ans, Sarah. 3 ans, elle a vécu ici pendant que tu déposais des papiers, sortais avec d'autres, nous remplaçais. » Sarah se releva, tout son corps tremblant. « Comment ? Tu étais au travail quand elle a disparu. Les caméras ont prouvé. » « Les caméras ont prouvé que j'étais au travail à 15h30 le 15 septembre. » interrompit Marc, s'appuyant contre le mur. « Elles n'ont pas montré que je prenais ma pause déjeuner à midi, rentrant à la maison, attendant dans le garage. Je connaissais ton emploi du temps mieux que toi. Jour de lessive. Tu commençais toujours une charge, juste après le déjeuner, restais à l'intérieur pendant au moins 30 minutes pour le cycle de lavage. » L'esprit de Sarah vacillait,
essayant de réconcilier ce monstre avec l'homme qu'elle avait épousé, qui avait tenu leur fille dans la salle d'accouchement, qui avait pleuré au premier pas d'Emma. « Je planifiais depuis le jour où tu as déposé ces papiers », continua Marc, ses mots coulant comme du poison. « J'ai construit cette pièce pendant les week-ends quand je disais que j'étais au chalet. Insonorisé les murs, installé le système de ventilation. J'ai dit à Emma que je lui construisais une salle de jeu surprise. » Il fit un geste autour de l'espace avec une expansivité ivre. « Le jour où je l'ai prise, je lui ai dit que maman ne voulait plus de nous. J'ai dit que maman avait décidé qu'elle ne voulait qu'une seule personne dans sa vie et qu'elle ne nous avait pas choisis. Emma a pleuré pour toi pendant des semaines. « Tu es un monstre ?» murmura Sarah. « Je suis un père qui a refusé de perdre sa fille » cria Marc, puis vacilla, se rattrapant contre le mur. « Je lui ai fait l'école à la maison ici. Je lui ai enseigné la lecture, les mathématiques, les sciences. Nous avions une routine. Petit déjeuner à 8 heures, leçon jusqu'à midi, déjeuner puis temps de jeu. J'étais le père que tu as toujours dit que je n'étais pas, présent, impliqué, dévoué. Tu l'as kidnappé, tu l'as emprisonné. Je l'ai sauvé d'un foyer brisé. » Le visage de Marc se tordit de rage et de douleur. « Mais elle n'a jamais cessé de demander après toi. Chaque jour, quand puis-je voir maman? Je veux rentrer à la maison. Je lui ai dit que c'était sa maison maintenant, mais elle était têtue, tout comme toi. » Sarah remarqua un calendrier rudimentaire sur le mur, des jours marqués au crayon. 3 ans de jours marqués. Ses genoux faillirent à céder. Au début, elle essayait de s'enfuir chaque fois que j'ouvrais la porte, continua Marc, sa voix devenant presque conversationnelle dans son horreur. Alors, je devais être prudent, garder la porte du sous-sol verrouillée de l'extérieur. Mais elle est devenue plus rusée en grandissant. Elle commençait à se cacher derrière la porte, essayant de se faufiler à côté de moi. Au moment où elle a eu 9 ans, elle devenait trop intelligente, trop forte. Sa voix se brisa et Sarah vit des larmes se mêler à la rougeur alcoolique sur son visage. Elle a commencé à menacer de se faire du mal si je ne la ramenais pas à la maison. Elle disait qu'elle arrêterait de manger, qu'elle trouverait des moyens de me faire regretter. Ma petite fille, ma douce Emma, parlant de se faire du mal parce qu'elle voulait me quitter. « Parce que tu l'as gardée prisonnière !» cria Sarah. « Parce que tu l'as empoisonnée contre moi !» rugit Marc en retour. Même ici, même après 3 ans, elle t'aimait plus. C'était toujours maman ceci, et maman cela, et maman me laisserait, et maman me cherche. Il trébucha vers un petit réfrigérateur dans le coin, sortant une autre bière de ce qui semblait être une réserve sans fin. Les yeux de Sarah cherchaient frénétiquement une autre sortie, une arme, n'importe quoi. « J'ai toujours su comment cela devrait finir si elle n'acceptait pas notre nouvelle vie, » dit Marc, sa voix baissant à quelque chose de presque doux. Une partie de moi espérait, mais au fond, je savais. « Qu'as-tu fait ?» La voix de Sarah était à peine audible. C'était un jeudi. Elle avait été particulièrement rebelle cette semaine, criant chaque fois que je descendais, me jetant ses livres. Je buvais plus. Le stress, tu comprends ? Ce matin-là, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je te déteste. Maman me trouvera et tu iras en prison pour toujours. » Marc prit une longue gorgée de sa bière, sa main tremblante. J'ai préparé son jus préféré, pomme avec juste un peu de raisin mélangé. J'y ai mis des sédatifs, assez pour la faire dormir. Elle l'a bu pendant le déjeuner, a commencé à s'assoupir pendant notre temps de lecture. Les mains de Sarah se serrèrent en poing, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Je lui ai dit qu'il y avait des monstres dehors, des méchants qui voulaient à nous faire du mal. Je lui ai dit qu'elle devait se cacher dans la cachette spéciale, le four. Elle était si somnolente, si confiante même alors, elle est entrée directement avec son lapin en peluche. « Arrête !» supplia Sarah, mais Marc continua impitoyablement. J'ai augmenté la chaleur lentement. J'ai mis une chaise contre la porte pour qu'elle ne puisse pas l'ouvrir si elle se réveillait. Elle ne s'est jamais réveillée, Sarah. Les sédatifs s'en sont assurés. Le monoxyde de carbone l'a eu avant la chaleur. Sarah se plia en deux, vomissant, l'horreur complète des derniers moments de sa fille le s'abattant sur elle. Je l'ai gardée là-dedans pendant des heures, pour être sûr, dit Marc cliniquement. Puis je l'ai scellée avec de l'adhésif conduite au marécage la nuit. J'ai choisi la partie la plus profonde où je savais qu'elle coulerait. Je suis revenu, j'ai nettoyé la cuisine, installé le nouveau four que j'avais acheté en avril. Crime parfait, sauf pour toi. Sauf pour moi, haleta Sarah à travers ses larmes. Je voulais que tu souffres comme moi. Je voulais que tu saches qu'elle est morte dans la peur et la douleur, brûlée et détruite. Comme ce que j'ai ressenti en te regardant rire avec un autre homme chez Romanos, notre endroit. Pendant que notre fille était juste ici, sous ce toit, attendant une maman qui a choisi les rendez-vous amoureux plutôt que de la chercher. Marc se tourna vers le coin où des caisses de bière étaient empilées contre le mur. « J'ai besoin d'un autre verre pour te raconter le reste ?» À ce moment, alors qu'il tournait le dos, Sarah le vit, un marteau sur l'établi à proximité, à portée de main. Sans réfléchir, poussée par un pur instinct de survie et une rage qu'elle ne savait pas posséder, elle s'élança vers lui.
Le poids se sentait solide dans sa main alors qu'elle frappait de toutes ses forces, se connectant avec l'arrière du crâne de Mark avec un craquement écœurant. Il tomba instantanément, la bouteille de bière se brisant sur le béton, la mousse se mélangeant au sang qui commençait à s'accumuler sous sa tête. Sarah ne vérifia pas s'il respirait. Elle s'en fichait. Elle escalada sa forme inerte et monta les escaliers, son corps se déplaçant par pure adrénaline. Les clés de son camion étaient sur le comptoir de la cuisine où il les avait laissées tomber. Elle les saisit avec des mains tremblantes et courut dehors. Le camion démarra du premier coup, Sarah le mit en marche arrière, les pneus tournant sur l'allée de terre, puis passa en marche avant et accéléra à fond. Des branches d'arbres raclaient sur les côtés alors qu'elle prenait la route étroite trop vite, désespérée de s'échapper, d'obtenir de l'aide, d'obtenir justice pour Emma. Elle conduisit frénétiquement sur la route de montagne, prenant les virages à des vitesses dangereuses, vérifiant obsessivement le rétroviseur bien qu'elle sût que Mark ne pouvait pas la suivre. 10 minutes après avoir descendu la montagne, son téléphone affichait enfin une barre de signal. Elle s'arrêta sur le côté, les mains tremblant tellement qu'il lui fallut 3 tentatives pour composer le 911. 911, quelle est votre urgence? C'est Sarah Whitmore. Je suis sur Mountain Road, près de Deer Lake. Mon ex-mari, Mark Whitmore, vient d'avouer avoir assassiné notre fille Emma. Il l'a gardée dans son sous-sol pendant 3 ans avant de la tuer. Il est au chalet 2847 Deer Lake Road. Je l'ai frappé avec un marteau. Je ne sais pas s'il est un vivant. S'il vous plaît, envoyez de l'aide, s'il vous plaît. Madame, ralentissez. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Je suis dans son camion sur le bord de la route. Il a tué mon bébé. Il l'a gardée dans le sous-sol et puis il l'a mise dans un four et Sarah s'effondra complètement, incapable de continuer. Nous envoyons des unités aux 2 endroits maintenant, madame. Restez en ligne avec moi, êtes-vous blessée? À travers ses sanglots, Sarah réussit à donner au répartiteur les détails cruciaux, la confession de Mark, la prison du sous-sol, l'emplacement du chalet. Elle resta en ligne comme on le lui avait demandé, assise dans le camion sur la route de montagne sombre, sachant enfin la vérité qui la hanterait pour toujours. Des unités de police arrivèrent au chalet dans les 20 minutes suivant l'appel de Sarah, leurs sirènes résonnant dans l'obscurité de la montagne. Les premiers officiers trouvèrent Mark Whitmore inconscient dans le sous-sol, le sang s'accumulant sous sa tête à cause d'une grave blessure. Les ambulanciers travaillèrent à le stabiliser tandis que les enquêteurs de la scène de crime commençaient à documenter l'horreur de la prison d'Emma, les murs en béton rose, les draps de princesse, le calendrier avec 3 ans de jours barrés. Au poste de police de Pine Ridge, Sarah était assise dans une salle d'entretien enveloppée dans une couverture que quelqu'un lui avait donnée, bien qu'elle ne pût s'empêcher de trembler. Le détective Morrison était assis en face d'elle, son visage buriné montrant la tension des révélations. « Prenez votre temps », dit-il doucement. « Je sais que c'est incroyablement difficile, mais nous avons besoin de chaque détail. » Sarah raconta tout, le dîner, la consommation d'alcool de Mark, son agression croissante, et finalement sa terrible confession. Sa voix se brisait à plusieurs reprises, mais elle se força à continuer, à parler de la vérité d'Emma dans le dossier officiel. « Il a dit qu'il l'avait gardée pendant 3 ans, chuchota-t-elle. 3 ans pendant que je cherchais, pendant que je vous suppliais de la trouver. Elle était juste là. À travers la fenêtre de la salle d'entretien, elle pouvait voir une activité accrue dans le poste. Des officiers allant et venant, des sacs de preuves étant enregistrés, le chaos contrôlé d'une affaire majeure qui s'ouvrait. « Sarah, je dois sortir un moment ?» dit le détective Morrison après 2 heures. Mark est conscient et parle. « Je vous mettrai à jour dès que possible. » Seule dans la pièce, Sarah regarda ses mains. Les mêmes mains qui avaient poussé Emma sur les balançoires, tressé ses cheveux, la tenu pendant les orages, les mêmes mains qui avaient manié le marteau pour sauver sa propre vie. Le détective Morrison revint 1 heure plus tard, son expression sombre. « Il avoue tout. Nous avons tout enregistré. » Il s'assit lourdement, ouvrant un carnet. « Selon Mark, sa consommation d'alcool a commencé à augmenter quand votre mariage a commencé à se détériorer. Il a dit qu'il utilisait l'alcool pour faire face à ce qu'il appelait vos plaintes constantes concernant ses heures de travail. Après que vous ayez déposé une demande de divorce, sa consommation a augmenté de façon spectaculaire. Un pack de 12 ou plus quotidiennement. » Sarah ferma les yeux, se souvenant de l'odeur de bière sur son haleine pendant leurs derniers mois ensemble. « Il admet vous avoir traqué après la séparation, » continua Morrison. « Nous avons trouvé des journaux au chalet documentant vos mouvements, vos routines quotidiennes, avec qui vous parliez. Des photos de vous prises à votre insu. Les entrées deviennent de plus en plus erratiques et hostiles à mesure que son alcoolisme s'aggravait. « Le restaurant ?» dit doucement Sarah. « Il a mentionné m'avoir vu chez Romano's. » Morrison acquiesça. « 14 février 1999. Vous étiez là avec David Carlson de votre club de lecture. Mark a écrit 10 pages sur cette nuit-là. Il l'a considéré, et je cite, comme l'ultime trahison de notre famille. Il a dit que vous voir au restaurant préféré d'Emma avec un autre homme était le moment où il a décidé que vous deviez être puni. » L'estomac de Sarah se retourna. Il avait tout planifié, méthodiquement.
Il a construit la pièce du sous-sol sur une période de plusieurs mois, disant aux gens qu'il rénovait le chalet, insonorisait les murs, installait des serrures qui ne pouvaient être ouvertes que de l'extérieur. Pendant ses week-ends de visite avec Emma, il l'a préparé à lui faire entièrement confiance, lui a dit qu'il préparait une surprise spéciale. Morrison tourna les pages de son carnet. L'enlèvement lui-même a été soigneusement chronométré. Il savait que vous faisiez la lessive tous les lundis après le déjeuner, que vous seriez à l'intérieur pendant au moins 30 minutes. Il a pris sa pause déjeuner et rentré à la maison, a attendu dans le garage. Quand Emma s'est approchée du portail arrière, il l'a appelée, lui a dit que maman avait dit qu'elle pouvait venir pour une journée spéciale père-fille. Elle est allée volontairement, dit Sarah, les larmes coulant sur son visage. Elle lui faisait confiance. Il l'a conduite directement au chalet. Lui a dit que vous ne vouliez plus d'eux, que vous aviez choisi une nouvelle vie sans eux. Il l'a gardée dans ce sous-sol pendant exactement 3 ans, lui faisant l'école à la maison, contrôlant chaque aspect de sa vie. Les canettes de bière que nous avons trouvées, des centaines d'entre elles dans tout le chalet, indiquent qu'il buvait constamment pendant ces années. Morrison fit une pause, luttant visiblement avec la partie suivante. Il dit qu'Emma n'a jamais cessé de vous demander, n'a jamais cessé d'essayer de s'échapper. En grandissant et devenant plus forte, il savait qu'il perdait le contrôle. La fin est venue quand elle avait 9 ans. Elle était devenue rebelle, menaçant de se faire du mal s'il ne la laissait pas rentrer chez elle. Il lui a donné des sédatifs dans du jus de pomme, murmura Sarah. Le médecin légiste a confirmé la cause du décès comme étant un empoisonnement au monoxyde de carbone. Les sédatifs ont assuré qu'elle était inconsciente. Elle n'a pas souffert, Sarah. C'est la seule grâce dans tout cela. Sarah hocha la tête, incapable de parler. Nous avons trouvé ses recherches sur son ordinateur, continua Morrison. Des recherches sur l'élimination des corps, sur la torture psychologique. Il voulait spécifiquement le four parce qu'il savait comment la découverte vous affecterait. Il a écrit sur le fait de vouloir que vous imaginiez ces derniers moments, que vous souffriez comme il croyait souffrir lui-même. Quelle charge, réussit à demander Sarah. Enlèvement, séquestration, meurtre au 1er degré. Avec sa confession et les preuves physiques, il ne reverra jamais la liberté. Pendant l'interrogatoire, il alternait entre sangloter sur combien il aimait Emma et rager à propos de votre trahison. Il ne montre aucun remords authentique, seulement de l'apitoiement sur soi-même et de la colère que son plan ait finalement échoué. Morrison tendit la main à travers la table, plaçant une main paternelle sur celle de Sarah. « Je suis tellement désolé que nous ne l'ayons pas trouvée à temps. 3 ans, elle était vivante et nous avons échoué. »« Nous avons tous échoué, » dit doucement Sarah. Un coup interrompit. Un officier entra. « Détective, les médias se rassemblent dehors. Ils voudront une déclaration. » Sarah se leva sur des jambes instables. « Je leur parlerai. D'autres familles doivent savoir, doivent comprendre que parfois le danger n'est pas un étranger. » La déclaration fut brève. Sarah se tenant devant les caméras avec le détective Morrison à ses côtés. Elle parla de chercher justice pour Emma, de soutenir d'autres familles d'enfants disparus, de l'importance de ne jamais abandonner l'espoir même quand cet espoir menait à une vérité dévastatrice. De retour à l'intérieur du poste, Morrison l'accompagna vers une pièce calme, loin du chaos. « Nous ferons en sorte que les services de soutien aux victimes vous contactent immédiatement. Conseils, défense juridique, tout ce dont vous avez besoin pour traverser cette épreuve. Nous serons avec vous à chaque étape du procès. Marc passera le reste de sa vie derrière les barreaux pour ce qu'il a fait à Emma. » Sarah hocha la tête engourdie. « Merci. Avez-vous quelqu'un qui peut être avec vous ce soir? Vous ne devriez pas être seul. Ma sœur descend de Portland. » Morrison serra doucement son épaule. « Je vais vous laisser quelques minutes. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Quand la porte se referma derrière lui, Sarah s'affaissa dans une chaise dans la pièce vide. Le silence l'oppressait, le poids de tout écrasant sa poitrine. Son bébé avait été vivant pendant 3 ans, alors qu'elle l'avait pleuré comme morte. 3 ans d'anniversaire, de Noël, de coucher, tout se passait dans une prison de sous-sol pendant que Sarah cherchait partout, sauf à l'endroit auquel elle n'avait jamais pensé à regarder. Elle pressa ses mains sur son visage, parlant silencieusement à travers ses larmes. « Emma, mon bébé, je suis tellement désolée. Je suis désolée de ne pas t'avoir trouvée. Je suis désolée de ne pas avoir su. Mais je te promets, ma douce fille, je te promets qu'il paiera pour ce qu'il a fait. Je me battrai pour m'assurer qu'il ne blesse plus jamais personne. Et je me souviendrai de toi, non pas de comment tu es morte, mais de comment tu as vécu. Ton rire, ton sourire, la façon dont tu voyais la magie en tout. Je te porterai avec moi toujours, ma précieuse fille, toujours. » La pièce retint ses paroles, sa promesse, son cœur brisé. À l'extérieur, le travail de la justice continuait. Mais à ce moment-là, Sarah Whitmore était assise seule avec son chagrin et ses souvenirs d'une petite fille en robe de velours rouge qu'il avait aimée inconditionnellement, même dans l'obscurité.